Bienvenue à la conférence Pouillou de ce soir. Je vais immédiatement laisser la parole à Annette Feignard-Giraud pour faire la présentation de notre invité. Merci Carmine. Bonsoir à tous. Donc, nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Guy Ackermann, qui est un chercheur suisse qui a été formé à l'université de Lausanne en archéologie, en lettres classiques, en histoire ancienne, qui a été assistant doctorant à l'université de Lausanne également, qui a soutenu une thèse sur la céramique hellénistique d'Érétrie, le site le plus prestigieux peut-être de l'école suisse d'archéologie en Grèce. J'essayais d'atténuer un peu la douleur. Donc, le seul site donc, de l'école suisse d'archéologie en Grèce. Oui, tout de même. Hein. Donc, il a soutenu une thèse sur la céramique hellénistique de ce site, mais il a aussi très récemment élargi ses compétences au-delà de la céramologie, puisqu'il s'intéresse maintenant aux établissements de sport. Donc, il travaille avec l'école française d'Athènes, dont il a d'ailleurs été membre suisse jusqu'en 2022. Il est actuellement donc à la tête d'un programme sur les établissements de sport qui inclut d'abord l'étude du gymnase de Delphes, celle des établissements sportifs de Délos, donc les deux sites de l'école française d'Athènes, ainsi que celle d'Érétrie. Et puis, il a obtenu pour ce programme une très prestigieuse bourse de la Fondation suisse pour la recherche, qui est la bourse ambitionnée, donc depuis l'année dernière. Donc, il va nous présenter aujourd'hui le résultat de ces premières étapes de travail. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le micro fonctionne ? Parfait. Alors, mesdames, messieurs, chers professeurs, chers collègues, chers étudiants, je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de la MOB de m'offrir ce soir l'opportunité de vous présenter les résultats de mes recherches. Et merci aussi à Annette pour cette sympathique présentation. Et je tiens aussi d'emblée à adresser mes plus plates excuses à tous vos amoureux et vos amoureuses pour vous retenir ici en cette début de soirée de la Saint-Valentin. Alors, comme vous le savez toutes et tous, l'année 2024 sera marquée en France par l'organisation des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris. Je pense que vous en avez entendu énormément parler dans la presse et dans les médias. Et chaque année olympique marque, dans le pays hôte, une riche actualité scientifique autour de l'histoire du sport, et particulièrement de la Grèce antique, donc qui est la terre d'inspiration de cette grande célébration sportive internationale. Alors avec un congrès à Aubervilliers, une exposition en cours à Draguignan et 2 autres à venir au Louvre et à Bordeaux, l'année 2024 sera vraiment une occasion particulière en France, d'une part pour rappeler l'héritage culturel de la Grèce antique dans notre société contemporaine, et d'autre part pour défendre les sciences de l'Antiquité en mettant en avant le rôle majeur que les activités sportives ont joué dans le monde grec. En comparaison d'autres civilisations antiques, les cités grecques se caractérisent en effet par la place très importante qui est accordée au sport, non seulement dans l'éducation, mais aussi dans la vie sociale et politique, ainsi que dans les pratiques religieuses. Ça ne signifie pas que les autres peuples de l'Antiquité ne pratiquaient aucun entraînement sportif et n'organisaient pas des concours. D'ailleurs, les Étrusques en sont un très bon contre-exemple. Mais les Grecs ont véritablement érigé ces activités en emblème de leur culture et de leur mode de vie. En témoigne d'une part l'organisation de grands concours, de concours athlétiques, tant au niveau local, régional que panhellénique, et d'autre part, fait particulier, l'investissement public dans l'aménagement d'espaces et dans la construction d'édifices qui ont été spécialement conçus pour l'entraînement et pour les concours, à savoir les palestres, les gymnases et les stades. Et c'est aujourd'hui en particulier cette facette de ce phénomène culturel que je vous propose d'aborder, et plus précisément les origines des premiers édifices consacrés à la formation et à l'entraînement sportif. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà été irrités de lire dans le titre de la conférence et de m'entendre utiliser depuis quelques minutes un affreux anachronisme, à savoir le terme moderne de sport, pour désigner des pratiques antiques qui ne correspondent pas véritablement à notre conception actuelle du sport. En fait, la langue grecque antique ne dispose pas de termes équivalents au mot sport, mais elle décline en 2 champs distincts les activités physiques que l'on peut qualifier de sportives. Alors, on a d'une part l'entraînement, avec le champ lexical du verbe gymnazein, qui est issu de gymnos, qui veut dire donc nu. On pourrait donc parler de gymnastique. Et d'autre part, la compétition, avec le champ lexical du verbe agonizomai, issu d'agone, le concours, on pourrait parler d'agonistique.
Et faute d'un meilleur terme qui regroupe à la fois l'entraînement et la compétition, j'espère que vous me pardonnerez l'usage du terme de sport qui reste le plus commode. Je tiens également à préciser que les gymnases et les palestres dont je vais parler aujourd'hui sont des espaces extrêmement polyvalents et qu'ils ne sont pas exclusivement réservés à l'entraînement physique, puisqu'ils accueillent aussi des enseignements intellectuels, comme en témoigne notamment, vous le savez, leur fréquentation par les philosophes et les sophistes dès l'époque classique. Alors j'y reviendrai dans le cas de l'académie et du lycée à Athènes. On a aussi de nombreuses inscriptions qui relatent des cours et des conférences qui étaient données dans les gymnases aux époques hellénistiques et romanes, et le phénomène de la multiplication des exèdres à partir de la basse époque hellénistique, donc offre de plus en plus d'espace pour des cours et des conférences. Je ne parlerai pas aujourd'hui non plus du rôle du gymnase comme centre de formation militaire ou paramilitaire, qui est bien attesté, notamment dans le royaume de Macédoine, avec la loi gymnasiarchique de Béroïa et la loi éphébarchique d'Amphipolis. Et un autre aspect que j'aborderai très peu, c'est la place du gymnase comme institution civique et culturelle dans la cité grecque, donc à la fois par son rôle de lieu de formation des futurs citoyens, on peut penser notamment à la fameuse institution de l'Ephébie, à son rôle aussi de centre de cohésion pour la communauté des citoyens par l'organisation des cultes, des banquets, des fêtes et des concours, et finalement aussi le rôle du gymnase comme centre culturel et même, on peut utiliser le terme, comme centre identitaire des Grecs établis dans les colonies de l'empire d'Alexandre le Grand. Je vais aujourd'hui plutôt concentrer mon propos sur le rôle essentiel des gymnases et des palestres, à savoir leur fonction d'espace d'entraînement et de formation physique. C'est là leur vocation originelle dès la fin de l'époque archaïque et leur fonction première aux périodes suivantes. Alors, les monuments consacrés à l'entraînement portent, dans la langue grecque, deux noms. On rencontre dans les sources littéraires et épigraphiques les termes de gymnasion, donc qui est dérivé de gymnos, nu. Ça veut dire que c'est l'endroit où l'on se dénude. Je rappelle que les Grecs pratiquaient, comme vous le savez, le sport dans une nudité totale. Et la palaistra, qui est dérivé de palais, donc la lutte. Et c'est donc le lieu qui est dévolu à l'origine à l'entraînement, spécifiquement à la lutte, puis progressivement aux autres disciplines de combat comme la boxe et le pancrace. Depuis le XIXe siècle, la distinction entre la palaistra et le gymnasion a fait couler beaucoup d'encre. Alors on a d'abord pensé que le gymnasion était réservé aux seuls éphèbes, donc aux adolescents, et que la palaistra, au contraire, était dédiée aux seuls enfants, qu'on appelle les paides. Mais on sait aujourd'hui par plusieurs inscriptions que ces deux classes d'âge se partageaient, les palestres et les gymnases, et qu'on y rencontrait aussi les néoi, soit les jeunes hommes qui ont plus de 18 ans, ainsi que les presbytéroi, c'est-à-dire les plus âgés, à partir d'environ de 30 ans. On a aussi pensé que le gymnasion était un établissement strictement public, en opposition à la palaistra, qui aurait été un édifice privé. Et on sait aujourd'hui, les textes nous font connaître tant des palestres publics que des palestres privées. La troisième distinction qui a été proposée, c'est celle de la forme architecturale, et c'est celle qui est généralement retenue par les archéologues, mais pas toujours de manière très systématique. Selon cette définition, la palestre serait un édifice à part entière, donc qui est organisé autour d'une cour centrale, généralement à péristyle et qui dessert plusieurs pièces. C'est ce que vous voyez apparaître en bleu dans les plans schématiques des gymnases de Delphes, de Priene, d'Olympie et de Délos que vous voyez à l'écran. Tandis que le gymnase, au contraire, serait lui un complexe architectural beaucoup plus vaste qui comprendrait une palestre et des espaces extérieurs, donc qui peuvent être des espaces verts, et des pistes d'entraînement à la course à pied. Donc on a différents types de pistes d'entraînement à la course à pied qui apparaissent dans ces grands complexes qu'on appelle les gymnases. Donc il s'agit le plus souvent d'un dromos ou d'une paradromis, ça veut dire une simple piste de course à l'air libre que vous voyez apparaître en orange à l'écran. On a aussi des xystes, donc c'est des pistes couvertes sous un toit qui peut prendre la forme d'un long portique ou d'un simple couloir, c'est ce que vous voyez en rouge à l'écran, ou encore dans certains cas d'un stade. Le stade peut être indépendant du gymnase, mais il peut aussi être directement associé à ce dernier, c'est ce que vous voyez en jaune à l'écran. Donc le stade, c'est une piste de course qui est un peu plus large que les autres pour organiser les concours athlétiques et qui a la caractéristique, bien sûr, d'être bordé d'un espace pour les spectateurs qui est en vert à l'écran. Et ces espaces, le plus souvent aux époques, jusqu'à la fin de l'époque hellénistique, c'est simplement des talus de terre.
et seulement à partir de l'époque impériale, on a la construction de véritables gradins. Donc, par cette définition, on voit qu'une palestre peut exister seule, elle peut être indépendante, par exemple dans un tissu urbain densément construit, mais un gymnase comprend nécessairement une palestre comme élément central. Alors, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une définition moderne, qui est très pratique, mais les données textuelles, en particulier les inscriptions, donnent plusieurs contre-exemples. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec ces quelques exemples. À Athènes, le terme de palaestra, il est bien attesté dans les textes littéraires, mais il est quasiment absent du corpus épigraphique, puisqu'on ne trouve qu'une dizaine d'attestations dans un corpus de plusieurs milliers d'inscriptions. Dans les inscriptions athéniennes, la palaestra, elle désigne dans 3 cas la palestre de Délos, qui est gérée par les Athéniens au IVe siècle, j'y reviendrai. Dans 4 autres cas, il s'agit de palestres privées, et dans 2 autres, il s'agit de palestres dans le dème de Képhysia et au sanctuaire d'Artémis à Brauron. Si on regarde ce qui se passe à Érétrie, on voit que les inscriptions mentionnent un gymnasion, mais le terme de palaestra n'y est absolument pas attesté. On a la même situation à Delphes, où l'édifice de la terrasse inférieure du gymnase, que vous voyez en bas de l'écran, et que les archéologues désignent généralement comme une palestre, en fait, elle n'est jamais appelée palaestra dans les textes, mais plutôt soit comme le gymnasion, soit comme le gymnasion tocato, donc le gymnase du bas, parce qu'il est sur la terrasse inférieure, ou aussi comme le peristylion, le péristyle. À Délos, enfin, on trouve le terme de palaestra qui apparaît dans de très nombreux contes de construction au IIIe siècle, et puis ensuite il se fait très rare au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et on observe l'évolution inverse en fait pour le terme de gymnasion, qui est beaucoup plus fréquent au IIe siècle qu'au IIIe siècle. Et dans le célèbre inventaire des offrandes qui était exposé au gymnase au milieu du IIe siècle, il n'est jamais question d'une palaestra dans les textes pour désigner le corps de bâtiment principal, mais on parle plutôt d'un peristoon ou d'un peristylion. Alors ces quelques exemples montrent, à mon avis, que les termes de gymnasion et de palaestra n'ont pas connu la même acceptation d'une cité à l'autre, et encore moins d'une période à l'autre. Et avec le cas d'Athènes, on voit aussi que l'usage des 2 termes varie entre la langue littéraire et le langage épigraphique, qui privilégie très clairement le terme de gymnasion. Gymnasion, en fait, ça semble dans les inscriptions plus souvent utilisé pour désigner à la fois l'institution du gymnase et l'infrastructure de formation de manière très générique, tandis que le terme de palaestra, il est beaucoup moins fréquent et il semble plutôt correspondre à véritablement une forme architecturale, à un bâtiment, à un édifice plus qu'à une institution. Donc il faut se garder de vouloir appliquer ces 2 termes de manière trop systématique, surtout donc, dans les cas d'Athènes, de Delphes et de Délos, où les inscriptions sont très abondantes, et garder à l'esprit qu'en fait la distinction entre gymnase et palestre reste une conception totalement moderne. Alors le temps d'une conférence, je vais vous conduire sur les traces des premières palestres en tant que type architectural, en examinant la très maigre documentation qui est à notre disposition pour une période qui s'étend du milieu du VIe siècle à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors il s'agit bien évidemment d'abord de vestiges archéologiques qui nous conduiront principalement à Athènes, à Delphes et à Érétrie, mais aussi plus rapidement à Amphipolis, à Délos et à Olympie. Et vous le verrez que ces données archéologiques sont extrêmement difficiles, sont très maigres et difficiles d'interprétation. Et pour compléter cette documentation, je vais vous proposer de sortir de ma zone de confort relatif pour discuter de sources littéraires, notamment de dialogues platoniciens et aussi de quelques inscriptions et d'une série de représentations figurées sur des vases athéniens. J'ai donc conçu cette conférence pour satisfaire à la curiosité tant des archéologues que des philologues et des épigraphistes. Et pour garder l'attention d'Annette Peignard jusqu'à la fin, j'ai même inséré en clin d'œil quelques tessons de céramique. Alors si j'ai choisi aujourd'hui de traiter de ce sujet un peu audacieux, c'est parce que je le base sur les recherches que je mène sur l'équipement gymnique donc de 3 cités. Annette en a brièvement parlé. À Érétrie d'abord, où j'ai co-dirigé entre 2015 et 2019 5 campagnes de fouilles de l'école suisse d'archéologie en Grèce, dans le gymnase, puis dans la Palais Sud que je vais vous présenter, et aussi dans le stade. Et à Delphes, je conduis depuis 2019, sous l'égide de l'École française d'Athènes, un projet d'étude du gymnase, en focalisant particulièrement mes travaux sur le Xys, donc sur le grand portique qui abritait la piste d'entraînement à la course à pied. Et à Délos, enfin, j'ai débuté au printemps passé un nouveau programme de recherche de 4 ans, qui est donc financé par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique, et qui porte là sur l'ensemble de l'infrastructure gymnique de la cité, à savoir sur la Place du Lac, sur le gymnase et sur le stade.
Et vous verrez dans un moment comment ces travaux, en particulier à Érétrie et à Delphes, me permettent aujourd'hui de revenir sur cette question de la genèse architecturale des palestres. L'histoire de la recherche, en fait, a été essentiellement marquée par un chercheur français, Jean Delorme, dont la monographie, qui est intitulée Gymnasion, études sur les monuments consacrés à l'éducation en Grèce, est parue en 1960, et elle constitue véritablement une référence essentielle, puisqu'elle est encore aujourd'hui très fréquemment citée et commentée. Dans cet ouvrage, Jean Delorme va chercher à retracer l'évolution architecturale et fonctionnelle de l'ensemble des édifices consacrés à l'éducation, et ce, de leurs origines au VIe siècle jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et il fait cela en exploitant à la fois les monuments qui étaient alors connus par les fouilles, mais aussi tout l'apport des sources littéraires, des inscriptions et de l'iconographie. Et les conclusions de Jean Delorme sur la genèse des types architecturaux du gymnase, du gymnase et de la palestre peut être résumée de la manière suivante. Donc, je vais passer rapidement un peu là-dessus pour donner un cadre. Tout d'abord, il remarque une prédominance des espaces hypètres, donc à l'air libre, dans les établissements gymniques antérieurs à la fin de l'époque classique. Il remarque également une absence de lien entre les différentes parties fonctionnelles des établissements gymniques antérieurs à la fin de l'époque classique. Et il souligne à plusieurs reprises la place du gymnase de Delphes comme un véritable jalon chronologique dans cette évolution. Donc, gymnase de Delphes qu'il date de la fin du IVe siècle, et l'absence de vestiges archéologiques d'un établissement gymnique plus ancien. Selon Jean Delorme, le développement du type architectural de la palestre va de pair avec la spécialisation des pistes d'entraînement à la course à pied et avec l'apparition de pistes couvertes sous un portique, donc ce qu'on appelle les xys, et que vous voyez en rouge à l'écran, et des pistes parallèles à l'air libre qu'on appelle les paradromides, et que vous voyez en orange. Et enfin, un sujet que je n'aurai pas le temps d'évoquer, mais qui est très intéressant, c'est celui de l'emplacement des gymnases et des palestres. Il remarque que les établissements d'époque classique sont installés à l'écart des villes, à l'extérieur des fortifications, tandis que les nouveaux établissements sont construits dans l'espace fortifié à partir du début de l'époque hellénistique. Mais ça, c'est un aspect que je n'aurai pas de temps de traiter et que je laisse volontairement de côté. Alors, cet ouvrage de Jean Delorme, il est paru en 1960, il y a maintenant plus de 60 ans, et il est aujourd'hui, on peut le dire, largement dépassé. D'abord par la découverte de nouveaux bâtiments, mais aussi de nouvelles inscriptions qui sont relatives à leur fonctionnement, et on observe aussi des progrès assez considérables dans la recherche en termes de chronologie de l'ensemble de ces édifices. Et puis l'autre problème du livre de Jean Delorme, c'est que plusieurs édifices qu'il prend en compte dans son étude, ils ne sont plus aujourd'hui considérés comme des gymnases ou des palestres. On a abandonné leur identification fonctionnelle. Alors tout ça n'a pas empêché au livre de Jean Delorme de connaître un énorme succès, et ce, non seulement dans le domaine francophone. On a en fait deux autres archéologues, Willy Tschitschmann et Stephen Lloyd Glass, qui ont publié aussi dans les années 1960 des études sur les palestres et les gymnases, mais en fait, ces ouvrages ne sont pas considérés comme véritablement utiles parce qu'ils n'apportent pas grand-chose de plus que l'ouvrage de Delorme, qui est beaucoup plus complet. On observe une reprise systématique des conclusions de Delorme, avec parfois quelques nuances liées à des découvertes archéologiques récentes. Mais je vous ai mis ici une liste de quelques publications, je ne vais pas les détailler, surtout en allemand et en anglais, qui reprennent le texte français de Delorme. Alors, suite à un colloque qui a été organisé en 2015 à Berlin, Ulrich Magna et Monika Trümper ont invité les chercheurs à réviser l'œuvre de Delorme, ce qui est un processus encore en cours. Alors, je cite, ils disent « Finally, archaeological evidence of several important and well-preserved gymnasia remains largely unpublished or requires significant reassessment because of new fieldwork and methods. This also called for a new synthesis on gymnasia, which would update Delorme's masterly study using modern approaches and questions. » Alors je vous propose donc sans plus tarder de passer à cette enquête sur les origines des gymnases et des palestres aux époques archaïques et classiques, et en commençant d'abord par l'apport des textes. Alors la première question à se poser, c'est à quelle date remontent les premières attestations textuelles sur des gymnases et des palestres, et qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur leur forme et sur leur fonctionnement. Hérodote nous apprend que Cleisthenes, le tyran de Sicyone, au deuxième quart du VIe siècle, a fait construire un dromos et une palaïstrée
Mais en fait, il est impossible de déterminer s'il s'agit d'un bâtiment ou simplement d'un simple terrain d'entraînement à la lutte. Et le verbe utilisé, poiesamenos, est malheureusement trop vague pour trancher. Athénée, lui, relate que Polycrate, le tyran de Samos, à partir donc de 532 avant Jésus-Christ, a fait incendier et détruire de fond en comble les palestres. On trouve la même histoire chez Dion d'Halicarnasse pour Aristodème, le tyran de Cume, à partir de 504 avant Jésus-Christ. Mais dans les deux cas, il semble qu'il s'agisse, selon Delorme, d'un thème littéraire sur l'hubris des tyrans, donc qui détruisent les établissements gymniques. Chez Athénée, on a une mention de l'existence à Crotone d'une palestre au VIe siècle. Il est question du fait d'ameublir son sable à la pioche. Et finalement, Jean Blic relate que Pythagore a fréquenté le gymnase de Crotone, donc au VIe siècle. Donc ces différents textes, elles semblent prouver qu'il existait des gymnases et des palestres dans les cités. Dans tous ces cas, il s'agit de cités grecques d'Occident, dès le VIe siècle. Mais en fait, la plupart de ces auteurs sont relativement tardifs et leurs récits restent sujets à caution. Mais de toute manière, vous voyez, ces textes ne nous apprennent pas grand-chose, si ce n'est même rien du tout, sur la forme véritable de ces gymnases et de ces palestres à ces époques. Et en fait, il faut se retourner vers la cité d'Athènes pour avoir des informations un peu plus intéressantes pour ces époques anciennes. À Athènes, on a des attestations littéraires de 3 gymnases. Alors, je vais commencer par l'Académie d'Athènes, qui est peut-être l'exemple le plus célèbre, où, dans un texte de Démosthène, on apprend que ce gymnase serait dû à Solon, donc au début du VIe siècle, Solon qui aurait instauré une loi punissant de mort le vol dans les 3 grands gymnases athéniens. On serait donc au début du VIe siècle, mais il s'agit d'une citation dans un plaidoyer politique qui a relativement peu de poids historique. Par contre, la tradition, elle est unanime pour attribuer la fondation de l'Académie au Pisistratide, donc sinon à Pisistrate lui-même, soit au troisième quart du VIe siècle avant Jésus-Christ. On sait que Hipparque, l'un des Pisistratides, entoure le domaine d'un long mur d'enceinte avant son décès en 514. Donc là, on a la preuve au moins que le gymnase existe au VIe siècle. On a d'autres sources littéraires qui relatent plusieurs cultes à des divinités ou au héros Académos, des plantations d'arbres par Cimon juste après les guerres mydiques, mais aucune construction pour l'entraînement n'est attestée avant la fin de l'époque classique. En 387, Platon y ouvre son école et construit un téménos pour les muses, mais on ne sait rien en réalité du cadre spatial et architectural de son enseignement à l'Académie. Et il faut attendre l'année 323, qui est la date de mort d'Alexandre le Grand, pour qu'Hypéride mentionne l'existence d'une première palestre à l'Académie. Un autre gymnase d'Athènes, le Cynosarge, donc dans les faubourgs au sud-est d'Athènes, il semble avoir existé dès 500 avant Jésus-Christ, plus ou moins, puisque Thémistocle, qui est né en 523-522, l'aurait fréquenté selon Plutarque. On sait que ce gymnase-là, le Cynosarge, est fréquenté par Socrate et par d'autres philosophes, mais on ne sait en fait strictement rien de son aménagement et de ses éventuelles constructions, à part qu'il s'y trouvait aussi un sanctuaire d'Héraclès. Et puis le troisième grand gymnase d'Athènes, le lycée, il aurait été fondé en marge d'un culte d'Apollon Lykéios par l'orateur Lycurgue, qui a construit une nouvelle palestre peu après la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ. Mais on a 2 autres traditions qui attribuent sa fondation à Périclès ou à Pisistrate. Ce qui est certain, par contre, c'est que le lycée est déjà un gymnase à l'époque de Socrate, puisque Platon y place un de ses dialogues dans ce contexte. L'Eutydème, dont je vous ai mis un extrait à l'écran, nous livre des informations très précieuses sur l'aménagement du gymnase du lycée à la toute fin du 5e siècle ou au tout début du 4e siècle. Alors je cite l'extrait, je laisse aux hellénistes le loisir de lire le texte en grec. Donc Socrate raconte « J'étais dans le vestiaire, apoditérion dans le texte grec, seul, et déjà je songeais à me lever. Peu après entrèrent ces 2 hommes, Eutydème et Dionysodore, et d'autres avec eux, de nombreux disciples, à ce qu'il me parut. Une fois entrés,
ils se mirent l'un et l'autre à aller et venir dans le promenoir couvert. Le texte grec, c'est katastégos dromos. Ils n'avaient pas encore achevé 2 ou 3 tours, dromus perier les lutocté, quand je vois entrer Clinias. M'apercevant de l'entrée assis tout seul, Clinias vint droit à moi et s'assit à ma droite, comme tu le dis. À sa vue, Dionysodore et Eutydème commencèrent par s'arrêter, et ils causaient entre eux, jetant des regards répétés dans notre direction. Je les observais avec la plus grande attention, puis il vint s'asseoir. Et plus loin, Socrate raconte en ironisant que, je cite, « Mais alors, c'est tout juste si les colonnes du lycée ne se mirent pas de la partie pour saluer nos 2 personnages de leurs applaudissements charmés. » Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce dialogue sur le gymnase du lycée ? D'abord, l'existence d'un vestiaire, un apoditérion, qui est visiblement muni de bancs pour s'asseoir et qui devait être largement ouvert, puisque Socrate peut voir de son siège ses futurs interlocuteurs qui avancent dans le portique. Alors, Jean Delorme a suggéré que cette pièce pouvait être une exèdre à une ou plusieurs colonnes, comme les exèdres qu'on connaît dans les établissements gymniques de l'époque hellénistique. Je vous ai mis ici l'exemple du gymnase de Priene, mais en fait, rien ne permet vraiment d'argumenter en faveur de cette restitution qui est un peu audacieuse en termes architecturaux pour cette époque. Ce qu'on apprend ensuite, c'est l'existence d'une galerie couverte, donc un katastégos dromos, qui est attenant. Alors, de manière générale, le terme de dromos désigne une piste de course. Et dans les textes d'époque classique, on observe qu'il est souvent utilisé en opposition avec la palestre ou avec le gymnase. Par exemple, chez Hérodote, on a l'expression kai dromon, kai palestren poiesamenos, qu'on a vu avant. Chez Euripide, l'outra gymnasion te dromoi, ou encore dans un vers d'Aristias cité par Pollux, en moi palaestra kai dromos xustos pelas. Dans le Théétète, Platon mentionne d'autre part un exodromos, donc un dromos extérieur, sans doute par opposition à un édifice attenant dans l'enceinte du gymnase. Mais on a aussi dans un vers Euripide fait dans un de ses vers des dromoi une partie des palestres, puisqu'il utilise le génitif en disant dromus palaestras. Alors selon Delorme, le terme de dromos peut aussi s'appliquer à un lieu de promenade, tout simplement, pas forcément de course. Et on lit en effet dans le Phèdre que Platon fait dire à Phèdre que, je cite, « Sur les conseils d'Acoumen, c'est le long des grands chemins que je fais mes promenades. Elles sont ainsi, dit-il, plus remontantes que celles que l'on fait dans les dromoi. » Alors si on revient au texte d'Eutimène et au lycée, Jean Delorme, lui, a proposé de restituer ce katastégos dromos, ce dromos muni d'un toit, directement en face du vestiaire pour permettre en fait le jeu de regard entre Socrate et les sophistes, et il exclut de restituer ce dromos comme une cour à péristyle pour préférer un grand portique, donc il interprète comme un xys, donc une piste de course, une galerie couverte qui abrite une piste d'entraînement à la course à pied. Le problème, c'est que Delorme ne fournit pas d'explication solide pour écarter l'hypothèse d'une cour avec des portiques, et on peut dire qu'il mène un peu son lecteur en bateau, puisque à 2 reprises, il renvoie vers des passages où il ne donne aucune explication. En fait, on peut voir que Platon, il écrit pourtant très clairement que les personnages réalisent 2 ou 3 tours. Dromus perielelutote, qui est le participe parfait de périr komai, soit aller avec le suffixe péri, donc aller au tour ou faire le tour. Et en 1910, Norman Gardiger, dont je vous ai mis la référence ici, a proposé au contraire de restituer plutôt qu'un portique pour une piste de course, un péristyle dans ce katastégos dromos. C'est d'ailleurs ce que reprennent la plupart des traductions. Et pour ma part, je serais plutôt tenté de me ranger du côté de l'avis de Gardiner plutôt que de Delorme, sans nécessairement faire de ce dialogue de Platon la preuve d'une existence d'une cour à péristyle parfait, avec 4 galeries, comme on en connaîtra plus tard dans les palestres et les gymnases, à partir du début de l'époque hellénistique. Mais je reviendrai plus tard sur l'intérêt de ce texte, quand il sera question du site d'Érétrie. Alors, en dehors de ces 3 grands gymnases connus pour l'époque classique à Athènes, on a aussi des textes littéraires qui nous apprennent l'existence de palestres privées, notamment dans la Constitution d'Athènes du pseudo-Xénophon, donc qui date juste avant la guerre du Péloponnèse, où il critique la construction de palestres, d'apodithéria et de bains par le petit peuple. On peut noter ici le fait que le vestiaire et les bains ne font pas encore partie intégrante de ce que l'on désigne alors comme la palaestra,
comme si en fait la palaestra à ce moment-là c'est encore un terrain aménagé pour la pratique des sports de combat et pas encore un édifice à proprement parler qui intègre l'apoditérion, le vestiaire, et le loutron, le bain. On retrouve aussi une autre palestre au début du Lysis de Platon, où, je cite le passage, Socrate raconte « Je revenais de l'académie directement au lycée par la route qui longe le mur à l'extérieur. » Alors il rencontre ensuite un groupe de jeunes gens qui l'invitent à les suivre, et il dit « Où me mènes-tu et vers quelle compagnie ?» Ici, dit-il, en me montrant en face du mur une enceinte, un péribolos, dont la porte était ouverte. C'est là que nous passons nos journées avec de nombreux et beaux jeunes gens. Socrate demande « Qu'est-ce là, dis-je, et à quoi vous occupez-vous » Et on lui répond « C'est une nouvelle palestre, palaestra ». Donc ce texte nous apprend que cette palestre était constituée d'un mur d'enceinte, un péribolos, qui était simplement percé d'une porte donnant directement sur la rue. Et une fois entré, plus loin dans le texte, on voit que Socrate découvre une cour intérieure, en tei aulei. Cette cour est animée par une fête d'Hermès, et puis il va s'asseoir dans un vestiaire qui est pourvu de sièges. On a la mention d'un apoditérion à nouveau, comme au lycée, mais par contre dans ce texte, il n'est absolument pas question ni de colonne, ni de portique. Donc l'infrastructure de cette palestre, dans le Lysis de Platon, est extrêmement rudimentaire. Elle comprend simplement un mur d'enceinte qui forme une cour, et au moins une pièce qui est munie de sièges et qui sert de vestiaire. Si on sort maintenant d'Athènes, on a des attestations d'établissements gymniques à l'époque classique qui nous sont parvenues par les sources littéraires, notamment dans les Helléniques de Xénophon à Éphèse, Corinthe, Thèbes, Phère et Phère de Thessalie, et puis ensuite toute une série de textes des époques hellénistiques et impériales romanes qui mentionnent l'existence de gymnases et de palais dans les cités grecques à l'époque classique. Mais en fait, tous ces textes ne nous apprennent malheureusement absolument rien sur leur forme architecturale. Alors avant de fermer le dossier des textes, j'aimerais juste encore revenir sur, faire une observation sur la date d'apparition des termes techniques qui décrivent les espaces d'entraînement dans les textes littéraires et dans les inscriptions. On observe en fait que dans les sources d'époque classique, le champ lexical est très limité. On a simplement les termes de gymnasion et de palaestra, on les a vus, mais aussi d'apoditérion, de loutron, le terme de dromos et de xyston, donc les pistes de course. Et puis, à partir du dernier tiers du IVe siècle, on a véritablement une multiplication de nouveaux mots dans les sources littéraires et des inscriptions pour qualifier les espaces constitutifs des gymnases et en particulier des palestres. Donc, vous avez ici la liste, je ne vais pas venir sur leur définition, la conistra, le paidagogion. À partir du IIIe siècle, on a le conima, le sphaisterion, la leptérion, l'acroaterion, l'exédra, la paradromis. Et puis, à la basse époque hellénistique, notamment dans le texte, avec le texte de l'architecte romain Vitruve, on a la sphaeristra, le conisterion, conisterium, le coriceion, coriceum, l'elaiothesium, le pyrétéon, l'ephébéon, etc. Donc on a vraiment une multiplication de termes techniques qui constitue, à mon avis, le reflet de l'évolution architecturale des palestres et des gymnases à la période hellénistique, avec d'un côté la multiplication des pièces dans les palestres, et puis de l'autre côté une spécialisation fonctionnelle de plus en plus poussée de ces différents espaces. Alors voyons maintenant ce que nous apprennent les images sur les premiers établissements gymniques. Il faut évidemment, dans le champ des domaines des études iconographiques, se tourner vers la céramique athénienne à figure noire et à figure rouge, puisqu'elle fournit un riche ensemble de représentations de la vie quotidienne à Athènes. On trouve d'abord une petite série de représentations de scènes d'école. Notamment, je vous ai mis ici l'exemple d'une coupe du peintre Douris des années 490-480. Mais en fait, le problème avec ces scènes d'école, c'est qu'il est impossible de savoir si l'enseignement de la musique, du chant et des lettres se déroulait dans un espace privé ou dans un établissement public comme une palestre ou un gymnase. On a parfois sur ces scènes la représentation occasionnelle d'instruments qui sont liés aux activités du gymnase, notamment l'aribale, le strigile et l'éponge, ce qui a fait dire à certains chercheurs qu'il s'agit de scènes dans des gymnases et des palestres, mais en fait, rien n'est moins certain, puisque ces quelques indices iconographiques pourraient simplement signaler que les jeunes gens qui sont représentés dans les scènes d'école vont, après l'enseignement musical et littéraire, participer aux activités de la palestre. Les représentations de scènes sportives, elles sont très abondantes dans l'imagerie athénienne,
et ce dès le VIe siècle, notamment avec la série des amphores panathénaïques dont je vous ai mis 2 exemples à l'écran. Alors sur les vases athéniens, on représente le plus souvent les épreuves des concours dans le stade, plutôt que les scènes d'entraînement dans les établissements gymniques. Et d'ailleurs, c'est souvent très difficile d'assurer l'identification, de distinguer en fait les scènes d'entraînement des scènes de compétition. On s'accorde en fait à identifier comme des scènes de palestre ou des gymnases celles où les athlètes évoluent dans un cadre bâti, donc à l'opposition du stade, qui est simplement un espace ouvert. Et ça se reconnaît tout simplement à 2 critères, à savoir la présence d'éléments construits, notamment quand on a des colonnes, évidemment, et puis l'évocation de murs par la représentation d'objets qui y sont accrochés donc dans le champ à l'arrière de l'image. Donc sur cette coupe du peintre Onésimos, qui est datée des années 500, on voit des athlètes qui pratiquent différentes disciplines dans un cadre qui est marqué par 2 colonnes ioniques et différents objets qui sont accrochés au mur. On voit des sacs, des haltères, des strigiles, etc. Donc cette imagerie athénienne, elle permet au moins d'attester l'existence de colonnes et donc peut-être de portiques dans les gymnases dès la fin du VIe siècle. Mais il faut noter que pour les potiers athéniens, le champ de la surface des vases est extrêmement limité et il ne permet évidemment pas une représentation fidèle du cadre spatial des activités sportives. C'est d'ailleurs pas du tout l'objectif des peintres sur céramique, qui cherchent en réalité plutôt simplement à évoquer de manière très schématique les espaces, comme ils le font d'ailleurs pour les scènes de la vie quotidienne, à la maison, dans les ateliers, dans les sanctuaires, à l'agora ou encore dans les nécropoles. L'imagerie athénienne, elle offre davantage d'informations sur le bain des athlètes. Donc il y a une partie importante des activités des palestres et des gymnases, avec une petite série de représentations qui datent toutes de la fin du VIe siècle et du Ve siècle avant Jésus-Christ. Je vous ai mis ici l'exemple d'une scène de bain sur une hydrie du peintre Antiménès dans les années 530-520. Et en fait, il s'agit d'une scène de bain à la fontaine, ce qui est assez particulier. Mais l'inscription Kalos, donc une mention évoquant la beauté d'un jeune homme, et le fait que 4 des personnages soignent le corps avec de l'huile après s'être dévêtus permet donc de reconnaître dans cette scène une représentation de gymnase qui est alors à cette époque-là encore simplement un parc arboré et équipé d'une fontaine qui visiblement devait servir aussi au bain. Mais les scènes les plus fréquentes, elles représentent des jeunes hommes qui se lavent autour d'une vasque posée sur un pied. C'est le cas, donc, par exemple, en haut à gauche, sur cette coupe des environs 510, avec 2 athlètes qui puisent de l'eau dans une vasque, ou encore juste en dessous, sur cette pelliquée des environs de 480, où on voit un jeune athlète qui se racle la poitrine avec un strigile, et puis on voit dans le champ à l'arrière 2 haltères qui sont accrochés au mur. Et puis sur cette coupe d'Onésimos, pardon, je me trompe de dia, donc à droite de l'écran, pardon, je me perds dans mes notes, voilà. Donc il date du début du Ve siècle, où on voit une scène de puisage de l'eau à l'aide d'un seau et à l'aide d'une corde dans un puits. Donc scène qui est entourée par 2 athlètes qui utilisent leur strigile pour racler leur corps et enlever l'huile accumulée sur leur corps. Et sur l'autre face, on voit une vasque qui est surélevée avec un seau et 3 athlètes munis d'un strigile, tandis que sur le médaillon que vous avez en bas, on voit un autre athlète avec une vasque basse qui porte là aussi l'inscription Kalos. Donc il y a toutes sortes d'exemples que je pourrais citer davantage, qui représentent des athlètes avec des vasques pour le bain et qui datent donc de cette fin du VIe et du début du Ve siècle avant Jésus-Christ. Et à cette époque-là, on voit que le bain est encore très simple dans les gymnases. On se lave directement dans une fontaine ou dans des vasques de 2 types, donc soit élevées sur des pieds, c'est le luthérion, pour un bain par affusion, donc on s'asperge d'eau simplement, ou alors avec des vasques qui sont posées directement sur le sol, ce qu'on appelle des podaniptères, et qui servent davantage au lavage des pieds. Dans les gymnases, dans les palestres, ces vasques de forme circulaire, elles vont être remplacées par des bassins rectangulaires qui sont, eux, aménagés directement le long des murs, contre les murs, comme on en voit plusieurs exemples à partir de la fin de l'époque classique, à Delphes et à Érétrie, c'est l'exemple que vous avez en haut de l'image. Et en fait, ce type de bassin surélevé pour le bain n'apparaît qu'à partir des années 330-320 avant Jésus-Christ. Mais il semble qu'il ait
il est peut-être déjà attesté auparavant. Vous voyez en bas une coupe du peintre de Codros, des environs de 430, où on a des jeunes hommes au bain, avec un bassin qui est posé directement au niveau du sol, et une grande vasque qui est soutenue par 2 larges pieds, donc une forme totalement différente des autres représentations. Et cette forme de vasque, à mon avis, pourrait évoquer la forme des bassins qu'on trouve dans les gymnases de Delphes et d'Érétrie. Donc le champ iconographique à disposition du peintre n'a pas permis de représenter ces vasques en série, mais on a, à mon avis, ici probablement une évocation très ancienne de ce type d'infrastructure déjà à la fin du 5e siècle. Alors si on passe maintenant, donc on a vu les rares informations qu'on peut glaner des textes et des images, et on va passer maintenant aux vestiges archéologiques qui sont un peu plus parlants pour restituer cette genèse de l'architecture des gymnases et des palæstres. Donc des gymnases et des palæstres des époques classiques hellénistiques, il y en a toute une série qui ont été fouillées tout autour du bassin égéen principalement, mais aussi en Occident, en Égypte et en Orient. Et l'essentiel, en fait, date des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Mais on a toutefois quelques établissements qui apparaissent en rouge sur la carte et qui semblent remonter au 4e siècle. C'est les édifices que je vais vous présenter maintenant assez rapidement, en prenant le parti de remonter dans le temps, donc en partant du plus tardif et en essayant d'aller vers le plus ancien. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est celui d'Olympie. La palès d'Olympie qui est relativement tardive puisqu'elle date du début du 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors dans un sanctuaire, dans un site aussi important dans l'histoire de la culture du sport dans l'Antiquité, on peut s'étonner qu'il ait fallu attendre un stade aussi avancé déjà de l'époque hellénistique pour qu'une palæstre soit construite. On aurait pu s'attendre à ce qu'Olympie soit un site d'expérimentation de l'architecture sportive, et en fait, il n'en est rien du tout. Donc on a ici, au début du IIIe siècle, un grand édifice qui fait 65 mètres de côté, donc c'est déjà vraiment quelque chose d'extrêmement grand, qui est doté donc d'une grande cour à péristyle, avec, comme vous le voyez à l'écran, plusieurs exèdres avec des bancs. L'ensemble donc a été fouillé naturellement par les archéologues allemands. Et cette palæstre, Christian Wacker, qui l'a étudiée, il l'a datée du début du IIIe siècle seulement. Et on voit par son plan qu'il s'agit en réalité d'un aboutissement déjà dans cette évolution architecturale. D'abord parce que le péristyle a une forme complète et on peut dire parfaite dans son plan. Et ensuite parce que l'ensemble des pièces est agencé de manière très symétrique. Ulrich Mania a toutefois récemment démontré que le site d'Olympie disposait d'un autre espace d'entraînement et de préparation pour les athlètes. On trouve en fait à l'arrière du portique, du grand portique d'Écho, donc sur le versant oriental du sanctuaire, à l'arrière de ce grand portique, on trouve un autre petit portique, c'est la coupe que vous voyez de restitution architecturale en bas, donc un petit portique avec un espace à l'air libre et des bassins communicants donc qui servaient au bain des athlètes. Et l'ensemble, cet ensemble est daté du milieu du IVe siècle et devait permettre donc aux athlètes de s'y dévêtir, de pratiquer leur réchauffement, leur préparation, et ensuite de faire une entrée dans le stade directement par le tunnel monumental qui se situe, donc, vous le voyez apparaître juste en haut à gauche de l'écran. Et puis après le concours, les athlètes revenaient par le tunnel et pouvaient profiter de cet espace donc, pour se laver et se rhabiller après les différentes épreuves. Et selon Ulrich Mania, on retrouve ce dispositif architectural dans 2 autres sanctuaires du Péloponnèse, à savoir à Épidore et à Némée. Et dans ces 2 cas, on est dans le dernier tiers du IVe siècle, donc un tout petit peu après Olympie. En fait, on voit que ces petits édifices étaient liés directement au stade par des tunnels d'accès, et ils offraient véritablement un espace de préparation des athlètes. Dans ces 3 cas, dans ces 3 sanctuaires du Péloponnèse, Olympie, Épidore et Némée, on a donc privilégié, à partir du milieu du IVe siècle, la construction d'une infrastructure qui est finalement relativement modeste, mais qui a l'intérêt d'être directement associée au stade et donc directement associée au concours. Et tandis que dans les cités, on cherche à construire plutôt des palæstres qui répondent aux besoins d'une communauté civique beaucoup plus grande et qui fréquente ces établissements de manière quotidienne.
Malgré tout, à Olympie, malgré ce dispositif très allongé, au début du IIIe siècle, on a quand même senti le besoin de construire une palestre pour répondre à l'accueil des athlètes concourant aux Jeux olympiques. Si on voit maintenant une cité, son grand concours, le cas d'Amphipolis en Macédoine orientale, où on trouve un gymnase qui a été fouillé dans les années 80 par Démétrios et Calliope Lazaridis, et où on trouve une palestre à cour à péristyle de plan rectangulaire avec une série de pièces sur chaque côté. Et cet ensemble constitue véritablement un très bon exemple de ce que devient une palestre à partir du début de l'époque hellénistique. Alors les fouilleurs datent sa construction entre la fin du IVe et le début du IIIe siècle, ça sur la base de monnaies et de céramique, mais malheureusement on n'a pas encore à disposition une publication détaillée qui permette véritablement de fonder cette datation et de s'en assurer. Je vais très rapidement évoquer le cas de Délos. Pourquoi ? Parce que c'est un cas d'étude très intéressant. En fait, les fouilles conduites par l'école française d'Athènes sur le site depuis la fin du XIXe siècle ont livré non seulement 2 édifices qui peuvent être interprétés comme des palestres, dans le sens du type architectural, mais aussi de très nombreuses inscriptions, je les ai déjà évoquées, qui mentionnent un gymnasion et une palaestra. Les contes de Délos nous apprennent en fait que la palaestra, elle est en construction ou en reconstruction durant le premier quart du IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec une cour à péristyle, une exèdre, un loutron, un aleptérion, un païdagogion, un sphaeristerion, donc toutes sortes d'espaces avec des vocations particulières. Alors, les vestiges de la Palès du Lac, que vous voyez ici à l'écran, ont été dégagés au début du XXe siècle et ils sont malheureusement extrêmement complexes à étudier parce que le monument a connu plusieurs reconstructions très importantes jusqu'au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un véritable enchevêtrement de murs très difficile à comprendre et la restitution de son développement, c'est l'un des objectifs de mon projet de recherche. Et il est malheureusement un peu trop tôt pour vous fournir des résultats, d'autant que leur file et que je ne parviendrai pas en quelques mots à en dire plus. Mais vous voyez ici une première tentative de restitution de l'état du début du IIIe siècle. Mais si je mentionne Délos, c'est surtout pour une série de 4 inscriptions qui sont précisément datées des années 364, 363 à 352, 351, et qui mentionnent, donc ce sont des inventaires, qui mentionnent un trokos ex palaestras. Le trokos, c'est une poulie, probablement un instrument lié à un puits, et où chaque fois on nous dit qu'il provient de la palestre. Donc c'est un objet qui était conservé dans le temple des Déliens, qui devait être hors d'emploi, mais qu'on avait quand même voulu conserver. Il devait vraisemblablement avoir une valeur probablement métallique, et qui avait précédemment servi au puisage de l'eau dans la palestre. Alors malheureusement, on ne sait absolument rien de cette palestre, mais on a quand même l'attestation d'un puits dans une palestre à Délos au milieu du IVe siècle. Donc toute la question maintenant, ça sera de savoir s'il s'agit d'un simple terrain d'entraînement ou déjà d'un édifice à part entière. Et les fouilles que je souhaite conduire l'année prochaine dans le monument, je l'espère, pourront peut-être permettre d'établir la datation du premier état et de voir si on peut remonter aussi haut et restituer un état lié à ces attestations épigraphiques. Alors, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de l'ensemble des débats sur l'identification et la datation des édifices de l'Académie d'Athènes. Il faudrait une conférence à part entière, tellement il y a eu de publications à ce sujet. Mais j'aimerais juste rapidement évoquer que l'édifice que vous voyez en rouge a d'abord été considéré comme la palestre du IVe siècle, qui aurait été fréquentée par Platon lui-même. Et récemment, Ada Caruso a démontré qu'en réalité, il s'agit d'un édifice de l'époque hellénistique ou même de l'époque impériale, de la fin de l'époque hellénistique ou de l'époque impériale. Plus au nord, en bleu, on a un autre édifice qui, lui, a probablement une cour à péristyle de plan carré et qui, selon ses techniques de construction, pourrait remonter au IVe siècle, mais malheureusement, il n'y a aucune donnée, il n'y a pas de mobilier, il n'y a pas de stratigraphie pour permettre de préciser la datation de ce monument qui pourrait constituer un jalon très important dans l'histoire des palestres, mais la documentation est extrêmement laconique. À Athènes, si on reste à Athènes, il y a le cas du lycée que je vais aussi rapidement évoquer, donc qui se situe immédiatement à l'est de la ville antique. Là aussi, il y a eu énormément de débats sur la localisation du gymnase du lycée, jusqu'à la découverte, en 1996, d'un édifice par Eftichia Liguricolia, un édifice qui comprend une cour à péristyle, comme vous voyez en bleu à l'écran,
et au moins 3 ailes de pièces. Et cet édifice a très rapidement été interprété comme une palestre et daté de la seconde moitié du IVe siècle par la découverte de céramique de cette période. Alors son plan, sa localisation dans le secteur du lycée et la découverte de 2 petits jetons en bronze d'accès au théâtre de Lycurgue ont fait dire que cet édifice correspond à la nouvelle palestre que l'orateur et homme politique athénien Lycurgue a fait construire après la bataille de Chéronée en 338, d'après les sources littéraires. Alors, si on suit cette identification, on aurait là l'un des plus anciens exemples de palestre connus par des fouilles. Malheureusement, l'ensemble donc, est très sommairement publié dans un tout petit article, dans un volume de mélange, et on n'a aucune information sur la stratigraphie ou le mobilier pour confirmer cette datation. Alors, je dois encore faire une petite recherche à ce sujet pour assurer mon point de vue, mais je ne suis pas du tout convaincu qu'il s'agit là d'une palestre, et encore moins de celle de Lycurgue. D'abord, si vous allez visiter le site, qui est maintenant ouvert au public, vous verrez que les techniques de construction des murs, qui sont faits en fait de petits moellons de pierre, ressemblent pas du tout à un édifice public du IVe siècle avant Jésus-Christ, mais plutôt à un édifice prué ou un monument de la fin de l'époque hellénistique ou de l'époque impériale. J'ai mentionné que les arguments de datation ne tiennent pas du tout la route, surtout on mentionne juste que de la céramique du IVe siècle a été trouvée, mais on ne dit pas où, donc ça veut un peu rien dire sur la datation du monument. Et surtout, si on regarde le plan de l'édifice, il ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on pourrait attendre d'une palestre du IVe siècle. Notamment, le grand problème, c'est la grande salle que vous voyez en rouge en haut de l'écran. Normalement, on s'attendrait à cet emplacement à une exèdre, donc avec le plus long côté qui serait parallèle au portique, avec une large ouverture sur la cour. Et là, on a une salle qui est disposée perpendiculairement. Et je vous remonte l'exemple de l'édifice donc au sud de l'académie, qui a une pièce dans la même disposition. Et dans le cas de l'académie, Ada Caruso a proposé qu'il s'agisse en fait d'une bibliothèque et que cet établissement n'a rien à voir avec une palestre, mais il s'agit plutôt d'une école philosophique de la fin de l'époque hellénistique ou de l'époque impériale, donc à une époque où Athènes est bien sûr un des grands centres d'enseignement dans l'Empire romain. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faudrait un peu creuser pour aller de l'avant, mais en tout cas, cet exemple-là, je pense qu'il faut le prendre avec précaution. Alors, qu'en est-il du gymnase de Delphes ? Donc, je rappelle que Jean Delorme a vraiment utilisé ce monument comme un jalon chronologique dans l'évolution de l'architecture gymnique, puisqu'il considère d'abord comme le plus ancien exemple de gymnase connu par des fouilles archéologiques, et aussi comme le plus ancien exemple d'une monumentalisation des espaces d'entraînement. Donc, cela veut dire qu'il y a un édifice qui est muni d'une cour à péristyle pour la première fois. Donc, c'est la terrasse de la palestre de la terrasse inférieure que vous voyez en bleu sur l'écran, et un grand portique qui abrite une piste d'entraînement à la course à pied, l'oxyste de la terrasse supérieure, donc qui est en rouge. Alors l'ensemble a été fouillé par l'école française d'Athènes, puis en collaboration avec le service archéologique grec, en plusieurs étapes entre la fin du XIXe siècle et les années 90. Et Jean Jeanneret a publié une monographie sur ce monument en 1953, où il considère en fait que l'ensemble de ces constructions a été édifié à la même période. Selon lui, les murs de terrasse, la palestre, le loutron avec sa piscine circulaire et l'oxys dateraient tous de la période de transition entre les époques classiques et hellénistiques. Et seuls les termes romains, qui sont juste au nord-ouest du loutron, seraient un ajout de l'époque impériale. Cette datation en bloc a été reprise par Jean Delorme et par la plupart des chercheurs, et on fait de cet exemple du gymnase de Delphes un exemple de programme de construction monumentale. Alors si on regarde les arguments chronologiques qui ont été utilisés, il faut d'abord savoir que Jean Jeanneret a travaillé dans l'entre-deux-guerres à une époque où on s'intéressait pas du tout à la stratigraphie et très peu au mobilier archéologique, en tout cas certainement pas à Delphes. Et en fait, la datation, elle se fonde exclusivement sur 3 inscriptions, dont je vais vous parler rapidement. On a d'abord un compte de construction de l'archontat de Damocarès à l'automne 334 avant Jésus-Christ. C'est très précis, on est à la saison près. Et dans ce texte, il est question de payer des entrepreneurs qui sont venus à Delphes pour l'adjudication des travaux de construction d'une stoa, d'un portique, qui est situé au-dessus d'un monument
que tous les épigraphistes delphiens s'accordent à restituer comme le gymnasion. Donc on a pensé, enfin on a dès lors interprété cet édifice, cette stoa, comme le xyste de la terrasse supérieure, tandis que le terme de gymnasion, dans ce cadre-là, ne désignerait que la partie basse de l'ensemble, donc la palestre et le loutron de la terrasse inférieure. Dans un autre conte, sous l'archontat de Caphis, légèrement postérieur, on est en 327-326, un épimélète du nom de Carès est payé pour son travail de surveillance de travaux de construction au gymnase, tandis qu'un Athénien du nom d'Épitélès est payé pour l'installation d'une hydragogia, donc une adduction d'eau, une canalisation, vers le gymnasion. Donc ce texte nous apprend par conséquent que le loutron, le bain du gymnase, est alimenté en eau par la source de Castalie, et il est encore en chantier en 327-326, ou du moins le chantier est sur sa fin. Et le troisième argument, c'est une marque d'entrepreneur du nom de Daios, qui a été découverte sur un des blocs de fondation de la cour apéristyle de la Palès. Vous en voyez une photographie lors de la fouille. Et on a la chance de connaître dans les contes de Delphes un mégarien du nom de Daios ou de Daos, qui fournit des blocs pour la reconstruction du temple d'Apollon, du grand temple d'Apollon, et ce jusqu'en 334-333 avant Jésus-Christ. Donc pour Jean Jeanneret, son idée, c'est que certains blocs qui n'auraient pas été utilisés pour la reconstruction du temple d'Apollon auraient été transférés au gymnase après les années 330 pour être réutilisés dans la fondation de la palestre. Donc voilà, ces arguments font... Jean Jeanneret et Jean Delorme concluent que les différentes parties du gymnase sont construites à partir de 334-333 et durant la décennie qui suit, ce qui fait donc du gymnase de Delphes un précieux jalon chronologique. Alors en 1996, Christian Wacker, qui a étudié le gymnase d'Olympie, va revenir de manière très détaillée sur l'exemple de Delphes et proposer une interprétation alternative avec un schéma qui restitue l'histoire du monument en 4 étapes. Ce qu'il observe, c'est que les termes de loutron et de xystos, ils n'apparaissent pas dans les inscriptions de Delphes avant le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et selon lui, ça veut dire que ces édifices sont beaucoup plus tardifs que le reste. Et il propose dès lors de restituer un petit portique, ce que vous voyez en rouge à l'écran, qui précéderait le xyste et qui serait donc le portique au-dessus du gymnase mentionné dans l'inscription de 334-333. Malheureusement, j'ai parcouru le site en long et en large et il n'y a absolument aucun vestige archéologique qui permette de restituer un petit portique précédant le plus grand, le xyste. Et par ailleurs, c'est là pour la dia pour Annette, pour montrer quelle tesson de céramique quand même, j'ai pu étudier en 2020 la céramique qui est issue des remblais de construction du xyste et qui date du 3e quart du 4e siècle, donc ce qui concorde parfaitement avec la datation épigraphique du xyste après les années 334-333. Donc là, on est au moins certain qu'il n'y avait pas de petit portique précédent et le xyste a bien été construit à ce moment-là. Mais là où Wacker, en fait, n'a pas tort, c'est dans le fait que la palestre et le loutron ne semblent pas être des constructions contemporaines. Alors, premièrement, la datation, la marque de Daios, en fait, elle n'assure pas complètement une datation de la palestre après le chantier de reconstruction du temple d'Apollon. Parce qu'en fait, rien n'empêche que Daios ait livré des blocs en parallèle au temple d'Apollon et au gymnase. Et puis d'autre part, si on regarde le long mur de soutènement de la terrasse supérieure, donc qui est aussi le mur de fond de la palestre et du loutron, on voit qu'il est constitué de 2 appareils complètement différents. Alors je ne vais pas entrer ici dans des détails d'observation architecturale, et je vous renvoie les curieux à la publication récente de Litsa Trouki sur ce point. En fait, en observant ce mur, on voit clairement que l'appareil du mur de fond de la palestre, que vous voyez en bas, il est constitué de très grands blocs dans un appareil très irrégulier, et puis il est totalement différent de l'appareil du loutron, qui lui est fait d'assises très régulières avec des grands blocs quadrangulaires. Et puis à la jonction entre les deux parties de ce mur, on voit très bien que la partie du loutron vient s'adosser contre celle de la palestre, et donc que le loutron est postérieur. Et en fait, en définitive, seuls des sondages stratigraphiques permettraient de préciser
cette datation qui pour l'instant est complètement relative. Donc je pense que Christian Vacar a eu raison de mettre en doute la vision de Jeanne Oret et de Jean Delorme, non pas sur la datation du Xiste, qui reste le plus ancien exemple de portique destiné à abriter une piste d'entraînement à la course à pied dans l'ensemble du monde antique, mais il avait raison, à mon avis, de remettre en doute la relation chronologique entre les aménagements de la terrasse inférieure. À mon avis, la palestre doit remonter un peu plus haut dans l'époque classique, sans qu'il soit possible, malheureusement, faute de données archéologiques, de savoir si elle a été édifiée déjà dans le deuxième quart du IVe siècle ou seulement peu après le milieu du IVe siècle. Mais en tout cas, je pense qu'elle est plus ancienne que l'époque hellénistique. Le Loutron et le Xiste sont, eux, datés maintenant assez assurément des années 330 et donc sont possesseurs d'une à deux générations. Contrairement à l'avis de Vacar, il ne faut par contre pas attendre le début du IIIe siècle, mais la transition entre l'époque classique et hellénistique pour que le gymnase de Delphes devienne donc un complexe architectural complet avec toutes ses composantes principales, palestre, loutron, existe. Et à ce titre-là, il reste un jalon marquant dans le développement de l'infrastructure sportive. Alors si j'ai le temps, je vais passer à la dernière étape de notre voyage à travers la Grèce avec l'exemple d'Érétrie. Et on va un peu remonter, vous allez voir, on va un peu remonter dans le temps. Donc, Érétrie sur l'île de B, où l'école suisse d'archéologie en Grèce mène des fouilles depuis 1964 et où un gymnase a été fouillé en plusieurs étapes depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à donc tout récemment. La principale découverte des dernières fouilles, c'est celle du plan général du monument, qui n'était pas jusqu'à récemment encore pas connu et qui comprend, comme vous le voyez sur la vue aérienne et sur le plan, deux corps de bâtiments qui sont organisés chacun autour d'une cour à péristyle avec des exèdres et des espaces balnéaires. Alors les dernières campagnes de fouilles ont permis de fixer la date de construction de la partie occidentale, qui est la plus vaste, aux environs de 325 avant Jésus-Christ. C'est une datation basée sur la céramique, et de placer la construction de la partie orientale, qui a une plus petite cour à péristyle, seulement au deuxième quart du IIIe siècle, donc en gros après 275 avant Jésus-Christ. Donc environ un demi-siècle plus tard. Donc la partie orientale est une extension qui devait permettre d'accueillir davantage de jeunes gens ou d'offrir un espace supplémentaire pour que deux classes d'âge différents puissent simultanément fréquenter le gymnase sans s'y croiser. La partie occidentale comprend dès son premier état, donc dès les années 325 avant Jésus-Christ, une salle qui est dotée d'une série de bassins surélevés et d'un sol en éclat de marbre, donc c'est le loutron, le bain, où les athlètes peuvent se laver à l'eau froide. À Érétrie, vers 325 avant Jésus-Christ, le loutron est donc une salle fermée, et cela sera le cas de l'ensemble des espaces balnéaires dans les palestres durant toute l'époque hellénistique. Et à ce titre, le gymnase de Delphes constitue une exception, puisque son loutron, que vous avez à droite de l'écran, est à peu près contemporain de celui d'Érétrie, mais c'est un vaste espace qui est extérieur et qui est adossé à la palestre. Les athlètes y pratiquent également un bain à l'eau froide, qui était puisé dans des bassins de forme comparable, mais donc à l'air libre. Et cela s'explique, cette extériorité du loutron de Delphes s'explique à mon avis par le fait que la palestre est un peu plus ancienne, qu'on ne l'avait pas conçue avec un loutron, et qu'elle n'avait pas d'espace suffisamment grand pour abriter la nouvelle installation qui n'apparaît donc que dans les années 330 avant Jésus-Christ. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que le gymnase de Delphes a la caractéristique d'être non seulement un établissement consacré à la formation de la jeunesse locale, mais aussi un espace d'accueil, d'entraînement et de préparation pour les très nombreux athlètes qui venaient participer au concours panhellénique des Pythias. Et il fallait donc une infrastructure beaucoup plus grande que celle d'un simple gymnase de cité. Et avec ces 10 bassins, avec sa piscine circulaire de 10 mètres de diamètre, qui est un cas assez exceptionnel, le loutron de Delphes semble avoir été davantage conçu pour une foule d'athlètes internationaux que pour la toute petite communauté des Delphiens de l'époque. Mais l'intérêt d'Érétrie sur la genèse de l'architecture gymnique, elle ne réside pas dans son gymnase, mais dans un autre monument qui a été désigné par les archéologues comme Palestre Sud, même si aucun document textuel ne permet de connaître le nom qu'elle portait dans l'Antiquité. Cet édifice, il est situé dans la partie sud-est de la ville antique, près du port intérieur,
et à proximité immédiate de la fortification, j'y reviendrai. Il a été fouillé en 1917 par Konstantinos Kourouniotis. Geoffroy Luzoni, un collègue, a étudié les ruines de ce monument et établi 4 états de construction successifs sur la base des matériaux et des appareils de ces murs. Et en 2018, on a eu la chance de pouvoir y conduire une campagne de sondage pour éclaircir son plan et surtout pour dater ces différents états de construction qui, pour l'instant, faute de mobilier et de stratigraphie, flottaient complètement dans le temps. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter que les 2 états d'époque classique qui sont en rouge et en bleu, et je ne parlerai pas des états d'époque hellénistique en orange et en vert, faute de temps. Alors l'état le plus facile à reconnaître, c'est le 2e, qui apparaît en bleu sur ce plan, où vous voyez que l'édifice comprend alors une grande cour de plan carré de 23 mètres de côté, c'est l'espace A2, avec une petite entrée au sud, l'espace A1, un portique coudé sur les côtés sud et ouest, les espaces B et C, et une grande salle au nord avec une colonnade interne, c'est l'espace I1, I2. Les murs de cet état, en fait, ils sont construits avec une fondation en grands blocs quadrangulaires de conglomérats sur lesquels on a agencé des grands blocs polygonaux de calcaire. Et ce type d'appareil, il est typique à Érétrie de l'ensemble du IVe siècle et du début du IIIe siècle, à la fois dans l'architecture privée et l'architecture publique. Et d'ailleurs, c'est ce type d'appareil qu'on retrouve dans les 2 parties du gymnase. Ce qui pose donc la question de savoir si cet état en bleu de la Palace Sud est antérieur, contemporain ou postérieur au gymnase construit au pied de l'acropole. Alors, quelques petits tessons de céramique, je n'ai pas pris le soin de représenter, ont été découverts dans les fondations des murs et ils datent tous de l'époque classique, avec un petit tesson de Cantare athénien qui offre un terminus postquem au milieu du IVe siècle. De sorte qu'on peut aujourd'hui affirmer que cette palestre est antérieure au nouveau gymnase qui, lui, est construit qu'une génération après, environ vers 325. Et donc, il s'agit du premier établissement gymnique d'Érétrie. Mais si on regarde son plan, on se rend compte que 2 éléments caractéristiques des palestres qu'on connaît à l'époque hellénistique font encore défaut. D'abord, la cour n'est pas un péristyle. C'est une cour qui est bordée seulement de 2 côtés par un portique et au nord par une grande exèdre. Et puis, on n'a aucune trace d'installation balnéaire, aucune trace de bassin, aucun sol en mosaïque et surtout aucune adduction ou évacuation d'eau. Donc, comme à Delphes, on peut penser que le bain pouvait à cette époque-là encore se faire à l'extérieur de la palestre, peut-être directement dans la mer qui se situe à quelques dizaines de mètres de là, à moins qu'on ait eu un loutron ou une fontaine qui ait été complètement détruite ou qui reste à découvrir. Mais la découverte la plus intéressante, c'est celle d'un état encore plus ancien, qui apparaît en rouge sur l'écran. Donc cet édifice, ça forme un rectangle de 23 mètres sur 31, où on voit qu'au nord, on a un mur parallèle à la façade qui permet de restituer la restitution d'un petit portique ou d'une longue salle fermée. Donc c'est l'espace I1 et qui borde la cour, qui est toujours l'espace A2 sur le plan. On a quelques plaques de pierre qui étaient agencées à équidistance des murs est et sud et qui suggèrent l'existence de 2 autres portiques avec probablement de simples petits piliers en bois. Et si vous regardez les photographies à droite de l'écran, vous voyez que ces murs en petit appareil de moellons de calcaire, ils se distinguent très nettement de ce qu'on a ultérieurement. Et ce type d'appareil à Érétrie, on le retrouve uniquement dans des constructions du 5e siècle, une datation que la céramique nous a permis de confirmer, puisqu'on a trouvé quelques petits tessons dans les fondations qui datent du dernier quart du 5e siècle. Donc on a une datation, en gros, à la fin du 5e siècle, tout début du 4e siècle pour ce bâtiment. Donc avec ces dimensions relativement imposantes, on a un bâtiment qui fait environ 700 mètres carrés en superficie, avec son plan constitué principalement d'une grande cour, avec 2 ou 3 portiques et éventuellement une longue salle fermée au nord ou un portique, on ne sait pas trop. En fait, cet édifice, il ne peut pas être interprété comme une habitation ou comme un atelier, et rien ne permet non plus d'orienter son identification vers celle d'un sanctuaire. Et si on regarde le plan, vous voyez que la réutilisation de plusieurs murs du premier étage dans le second, en bleu, et la pérennité du plan de l'espace de la cour suggère une continuité fonctionnelle du monument en tant que palestre entre la fin du 5e siècle et le 4e siècle. Alors sa localisation en périphérie immédiate des fortifications fournit à mon avis un argument supplémentaire pour l'identification de cet édifice comme une palestre.
On sait que la fortification d'Érétrie, elle remonte à la toute fin du 5e siècle, probablement immédiatement après la libération d'Érétrie de la tutelle athénienne en 411 avant Jésus-Christ. Et avec une datation à la fin du 5e siècle pour ce bâtiment en rouge à l'écran, on peut, à titre d'hypothèse, imaginer que les Érétriens, libérés en 411, ont cherché à défendre leur cité de deux manières. D'abord en construisant une nouvelle fortification, et ensuite en offrant aux futurs et aux jeunes citoyens un espace d'entraînement à la fois sportif et militaire, qui est construit à proximité immédiate du système défensif. Donc si on accepte cette identification, la Palès Sud devient le plus ancien exemple de Palès connu par les fouilles archéologiques, bien plus ancien que le gymnase de Delphes, qui donc est postérieur d'un demi-siècle ou davantage. Alors je passe très rapidement sur le lien qu'on peut faire entre ce premier état et les dialogues de Platon, qui sont donc à peu près contemporains. Et en fait, on se rend compte que la palestre, cette Palès Sud, est aussi un péribolos, en quelque sorte, un péribole, un enclos, avec une grande cour, une aulée, et on peut se demander si le katastégos dromos, ce promenoir couvert, ne peut pas être l'équivalent de ce qu'on voit à Érétrie avec ces 2 ou 3 portiques, tandis que le grand espace au nord, alors on ne sait pas s'il était fermé ou ouvert sur la cour, pourrait être l'apoditérion, le vestiaire, mais au moins on a là, par les données archéologiques, un premier vestige qui permet d'avoir un dialogue littéralement avec les sources littéraires de Platon. Alors, pour conclure, on voit que la forme et le fonctionnement des premières palestres de la fin de l'époque archaïque et de l'époque hellénistique nous échappent encore largement, il faut le dire, à la fois faute de textes antiques plus explicites que les dialogues de Platon, aussi de représentations figurées plus détaillées, mais surtout faute de données archéologiques plus nombreuses et plus fiables. Et c'est surtout dans ce domaine que les recherches futures permettront, je l'espère, de fournir davantage d'exemples d'installations sportives plus anciennes que l'époque hellénistique, parce qu'actuellement, on a essentiellement du matériel d'époque hellénistique et romaine. Et j'espère avoir démontré aujourd'hui qu'on peut préciser, compléter ou nuancer les conclusions de Jean Delorme il y a plus de 60 ans. Donc à l'origine, la palestre est un espace, un simple terrain d'exercice dont le sol est ameubli pour éviter aux athlètes de se blesser, comme l'indiquent donc les nombreuses représentations de pioches sur les vases athéniens. Et cet aménagement rudimentaire, qui devait donc simplement se limiter à une simple couche de terre dépourvue de cailloux, délimité tout au plus par peut-être quelques pierres ou un réseau de cordes tendu par un réseau de cordes entre des poteaux de bois. Tout cela, ça laisse bien évidemment presque aucune trace archéologique. Alors sans doute que les archéologues proto-historiens ou gallo-romanistes, il y en a peut-être dans la salle, ils auraient eu beaucoup plus de flair pour repérer ce type de vestiges auxquels ils sont bien plus habitués que les archéologues classiques qui sont habitués à fouiller à la recherche d'architecture monumentale, de sculptures et d'inscriptions sans véritablement prendre garde à la stratigraphie. Alors d'un espace rudimentaire et difficilement perceptible lors d'une fouille, on voit que la palestre devient à la fin du 5e siècle un bâtiment, d'abord une simple cour intérieure avec des portiques qui desservent au moins un vestiaire doté de bancs, et où l'outrone, il semble, d'après les sources, qu'il reste encore un espace extérieur, à moins qu'il s'agisse d'une simple structure élémentaire comme une vasque posée au centre d'une pièce. En tout cas, quelque chose qui n'est pas visible archéologiquement. Et il faut attendre donc, le milieu du IVe siècle, plutôt que l'époque d'Alexandre le Grand, pour que la palestre opère sa mutation définitive en un espace monumental, avec, dans le cas d'Érétrie, un portique coudé ou une cour à péristyle, comme dans le cas de Delphes. Et on peut se demander, en fait, pourquoi un espace aussi important dans la vie des cités grecques n'a pas connu plus tôt une monumentalisation et une fixation de son type architectural. En fait, si on observe d'autres types de monuments publics, on se rend compte en fait que les palestres et les gymnases ne sont pas une exception, et en fait qu'ils suivent une tendance générale des monuments publics à la monumentalisation qui se fait dans le courant du IVe siècle. Si on prend l'exemple des théâtres, à l'époque classique, c'est encore des structures relativement rudimentaires, avec des bâtiments de scène très simples et des gradins en bois, et ils connaissent leur plan caractéristique en demi-cercle outrepassé avec des gradins en pierre, avant seulement à partir de la fin de l'époque classique, à quelques exceptions près, Torikos et Athènes bien sûr. Et à l'époque, pour terminer, à l'époque d'Alexandre le Grand, et plus encore au dernier quart du IVe siècle, on voit que la palestre est véritablement devenue un type de monument à part entière qui va donc se répandre dans les cités grecques, dans l'ensemble du monde hellénique, avec les caractéristiques donc d'avoir une cour à péristyle, des exèdres munis de bancs
qui servent essentiellement de vestiaire, mais qui vont progressivement de plus en plus accueillir l'enseignement intellectuel. Et aussi donc une salle de bain avec une série de bassins surélevés et alimentés en eau froide. Et à partir de l'époque hellénistique, on voit à partir de la fin du IVe siècle que d'autres pièces aux fonctions très variables seront incorporées à ce plan de base pour répondre aux besoins spécifiques de ces monuments qui sont très polyvalents, où l'enseignement donc intellectuel, les pratiques cultuelles, les banquets, les gestes honorifiques et commémoratifs vont prendre une place croissante durant l'époque hellénistique, mais c'est là un tout autre sujet et un nouveau chapitre dans l'histoire de l'architecture et de la société grecque antique. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette grande présentation. Je suis désolé, j'ai pas du tout vu l'heure. Désolé. Avez-vous des questions? Je vais vous passer le micro si c'est le cas. N'hésitez pas à lever la main. Il y avait tellement de détails. Je crois que je vous ai assommé, je suis désolé. Oh non, ah, regardez. Oui, bonjour, je ne suis pas du tout spécialiste. Ces édifices servaient en fait à quoi? Visiblement, il y a de la lutte, de la course, mais est-ce qu'il y avait d'autres sports pratiqués et où? Parce qu'on pense toujours au disco-ball, apparemment, là. Alors, essentiellement, donc, on pratique tous les sports de combat dans la palestre. Ça, c'est évident dans les textes. Il y a évidemment le saut en longueur, qui est pratiqué, d'après les textes, plutôt dans la palestre, mais ce n'est pas exclu qu'on puisse aussi le pratiquer à l'extérieur. Toutes les épreuves de course se font évidemment hors de la palestre. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans certains cas, le périmètre, enfin le tour des galeries fait exactement la longueur d'un stade, donc l'unité de mesure qui sert aux épreuves. Donc c'est pas impossible que certaines palestres aient aussi pu être utilisées pour la course, c'est une hypothèse. Après, évidemment, les autres sports, c'est le lancer du disque et du javelot. Alors quand le lancer du javelot est un exercice militaire, enfin paramilitaire, où on vise une cible, où on essaye de faire un tir de précision, c'est possible de le faire dans la palestre, autrement on utilise des espaces extérieurs. Et c'est pour ça que les gymnases, quand je vous ai montré là cette restitution, c'est des espaces normalement très grands, justement pour permettre toutes ces pratiques à large échelle. Et après, on a toutes sortes d'exercices d'entraînement, d'endurance, de formation. Par exemple, à la boxe, on a des attestations donc, du korikos, qui est une sorte de punching bag. Et donc ça pouvait être suspendu à l'intérieur d'une pièce. Donc on a toutes sortes de pratiques ensuite qui sont pratiquées pour préparer aux épreuves athlétiques. Y a-t-il d'autres questions? Bon, je pense qu'on va pouvoir arrêter là alors. Merci beaucoup pour cette conférence. Je vais profiter pour annoncer la prochaine, qui aura lieu le 6 mars, où on va recevoir quelqu'un qui a été surnommé le Champollion moderne dans les médias. Il s'agit de François Dessay qui nous présentera le déchiffrement de l'élamine linéaire, la plus ancienne écriture purement phonétique au monde. Voilà. Donc rendez-vous ici même le 6 mars. Et encore merci Pia Ackerman pour cette conférence ce soir sur le sport, thématique de l'année.